Allez, on est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 11 juin 2021. Au programme, on va commencer avec du jeu vidéo et les premières grosses annonces liées à l'E3 avec le Summer Game Fest. On va reprendre les 7 principales annonces. Il y en a eu beaucoup plus et il y a 1 milliard d'annonces à la minute en ce moment, vu que E3. Bien sûr, je ne suis pas spécialisé dans le jeu vidéo, donc je ne vais pas tout traiter. Vous pouvez vous tenir informé sur les sites des différents médias français qui suivent directement l'E3 si vous voulez tout savoir. Moi, je reprendrai que les principales annonces. On va parler ensuite de Tesla avec la nouvelle Tesla annoncée. Comme pour les jeux vidéo, je ne suis pas expert en voiture du tout. Du coup, je ne vais bien sûr pas parler d'un point de vue voiture, mais d'un point de vue quelles sont les choses débiles qu'on peut faire avec. Et on nous en a montré au moins une. D'autres ont pensé à une autre utilisation insoupçonnée de cette nouvelle Tesla. On va en parler, effectivement, il y a des trucs. Il y a des bails un peu chelous à faire avec cette Tesla. Ensuite, bon plan. Bon plan, c'est cool. Petite offre temporaire d'accès à GeForce Now. GeForce Now qui est la solution cloud gaming de Nvidia. Alors ça fonctionne d'une façon un peu particulière, mais vous avez 3 jours d'abonnement, ils appellent ça abonnement prioritaire, gratuit si vous voulez tester. Ça quand même, encore une fois, il faut la connexion, c'est le seul truc indispensable, il faut une connexion plutôt performante et surtout plutôt stable, parce que sinon vous allez avoir une mauvaise expérience. Mais sinon, les promesses de GeForce Now sont dans le haut du panier en termes de cloud gaming. On passera un petit peu chez EA qui s'est fait pirater plein de données. Alors on ne sait pas du tout comment les pirates ont fait, mais visiblement ils auraient piqué 780 gigas de données, ce qui est plutôt pas mal, hein. On peut avoir pas mal de trucs sympas et on nous donne quelques petites infos sur ce qu'ils auraient réussi à récupérer. Ça va être un vrai gros problème. Alors déjà, la sécurité en général, c'est un vrai gros problème de notre monde d'aujourd'hui. Sécurité informatique, on sait, hein, rien n'est invulnérable, malheureusement. Donc le seul moyen de protéger un maximum, c'est juste de rendre l'attaque la plus embêtante possible et la plus longue possible. Du coup, on sait que voilà, c'est jamais 100%, mais bon, il y a beaucoup de cas ces derniers temps, donc il va peut-être falloir revoir un peu les standards de sécurité au sein des grosses entreprises. On parle quand même d'Electronic Arts. Et oui, j'avais totalement cette info, Banksy. Je sais. J'avais cette info avant de lancer le live. Tout à fait, juste Amazon et sur l'histoire des droits de la Ligue 1 jusqu'en 2024, si je me trompe pas. On fera un petit tour ensuite sur le stockage avec deux gros noms du stockage, voire on peut peut-être dire des leaders, hein. On a Western Digital et Seagate qui font un peu front commun et expliquent voilà, leur plan pour subvenir aux besoins de stockage dans le futur, avec notamment l'arrivée du Chia qui fait beaucoup parler, oui, et consomme aussi beaucoup de disques durs, notamment en Asie où les marchés des disques durs haute capacité ont déjà été lourdement impactés. Donc voilà, des annonces. C'est bien d'annoncer vers où on va et ce de manière plutôt transparente. J'aime beaucoup. On aura un autre bon plan, un PC portable plutôt haute performance, plutôt haut de gamme à un prix plutôt correct. On est en dessous de 1300 € pour un PC équipé d'une 3070, donc en ce moment c'est plutôt un prix sympathique. Alors c'est pas les meilleurs prix qu'on n'aura jamais vu, hein. Toujours problème de composants, notamment des cartes graphiques. Mais ici, un PC gamer 15 pouces Asus, une 3070 pour bien kiffer dans les jeux vidéo, moins de 1300 €, c'est quand même plutôt intéressant. Et on finira avec des cartes graphiques, les rares qu'on peut trouver, mais aussi une petite news sur normalement l'arrivée
de matériel un peu plus accessible du côté d'AMD en termes de carte graphique. Et ça, on attend beaucoup, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia. On attend l'entrée de gamme, les 3050 et 3050 Ti de chez côté Nvidia et les 6600 et 6500 côté AMD. On n'a pas tout ça d'annoncer bien sûr, mais on les attend fort fort fort. Allez, on commence tout de suite avec le jeu vidéo et les premières grosses annonces liées à l'E3 avec le Summer Game Fest qui avait lieu hier soir. Il y a eu beaucoup d'annonces et je vais pas tout reprendre parce que je passerai 2 heures juste pour annoncer, pour redire ce qui a été annoncé lors de l'événement d'hier. Mais je vais prendre les plus gros et d'abord Elden Ring qui fait beaucoup parler, qui a fait envie, hein, visiblement les gens ont très vite adhéré à ce concept, un concept un peu compliqué dans un premier temps, vu qu'on veut un jeu un peu dans le même univers que du Dark Souls, un peu avec cette idée d'avoir une vraie complexité de jeu, en ajoutant l'effet monde ouvert, qui n'est pas du tout le cas dans un Dark Souls, où c'est beaucoup plus un jeu de couloir. Donc voilà, en plus on a des grands noms à la manette avec From Software qui s'occupe du développement. On a aussi voilà, une petite assistance de grands noms du scénario avec R.R. Martins qui a fait notamment Game of Thrones, qui travaille à l'élaboration du scénario. Donc beaucoup de gens attendent ce jeu avec impatience et forcément tout le monde a crié quand ils l'ont vu. On l'attend en plus dans pas si longtemps que ça et surtout on a une date précise et ça devient de plus en plus rare. Donc on l'attend le 21 janvier 2022 sur absolument toutes les plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. J'ai réussi à ne pas bafouiller, bien joué à moi. Donc on en attend beaucoup, oui, clairement. Toujours cette histoire de compatibilité avec les anciennes générations de consoles, donc on n'aura pas un jeu purement next-gen et totalement optimisé au niveau graphisme et pour tourner sur le matériel dernière génération. Ça c'est un peu dommage, mais ça promet quand même un très grand jeu avec un gameplay incroyable et aussi un monde, un univers assez riche, donc ça fait envie forcément. Deuxième grosse annonce, je vous avoue que moi ça m'a un peu moins hypé, mais il en faut pour tous les goûts de toute façon. C'est Tiny Tina's Wonderlands, qui est un spin-off de Borderlands, le célèbre shooter-looter, shooter-looter. Donc univers un peu post-apocalyptique, un peu Mad Max, hein, un petit peu, qui a le droit à un spin-off du coup. On sait pas trop, hein, on sait pas trop dans quoi on s'embarque. Ce sera probablement déjanté comme ça allait tout le temps dans le monde de Borderlands et aussi probablement très coloré comme on le voit ici. Ce sera début 2022, encore une fois sur tous les supports Xbox, PlayStation et PC, Steam et Epic Game Store, on précise pour le PC. Déjà des accords. On a ensuite dans un tout autre style Metal Slug Tactics, un tactical RPG avec des éléments de roguelite dans la veine des Metal Slug, en tout cas en reprenant les graphismes et l'univers. Ça c'est pour les joueurs un peu plus vers la tactique, la stratégie, voilà c'est le mot que je cherchais, la stratégie et des graphismes un peu plus simplistes. Ça aura au moins l'honneur de tourner sur beaucoup plus de machines avec ce type de graphisme. On a aussi, et ça a beaucoup fait parler, alors je sais pas si c'est vraiment mérité, mais la Director's Cut de Death Stranding qui devrait arriver avec une édition exclusive à la PS5. Alors là par contre peut-être qu'on peut se dire qu'on va avoir un beau jeu vraiment bien retravaillé, ça ne dépendra que d'eux. Dans tous les cas, on part quand même d'un jeu qui a été élaboré pour des consoles moins performantes. Donc on sera dans l'optimisation pour les nouvelles consoles, mais pas vraiment dans le souci de développer un jeu nativement optimisé pour ces nouvelles consoles. Mais
il y a moyen quand même de donner un très beau résultat vu les perfs de ces PS5. Il y a moyen de faire un truc sympa. Pour les fans de jeux de gestion, vous n'êtes pas oubliés, on a 2 titres. D'abord Jurassic World Evolution 2, encore une fois hein, disponible surtout, en tout cas prévu surtout, prévu pour l'année 2022. Donc vous imaginez bien gérer un parc type Jurassic Park dans un jeu de gestion. Voilà, pour les amateurs de jeux de gestion. Si vous préférez les jeux de gestion type apprentissage, on a Two Point Campus qui arrive dans la veine de Two Point Hospital ou c'était quoi celui d'avant? J'ai oublié. Bref, en tout cas encore un jeu de gestion avec des gens à gérer, des postes à gérer et différents savoir-faire vraiment classiques du jeu de gestion. On a aussi un Meuporg pour les fans de MMORPG. On a Lost Ark qui a annoncé qui normalement devrait sortir fin de l'année. Mais on n'est pas sûr que ça sorte chez nous. C'est à la base fait plus pour un public asiatique. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça sortira chez nous. Mais en tout cas, ça devrait normalement sortir. Peut-être un peu plus tard qu'en Asie. Mais un MMORPG bien attendu. Et sinon, pour les fans de jeux d'horreur, on a Evil Dead The Game. On nous explique que c'est dans la veine de Left 4 Dead ou Dead by Daylight. C'est dur à dire. Donc voilà, un jeu d'horreur immersif avec des zombies, j'imagine. Hein. On aime les zombies. Et un peu de what the fuck et de fun, vu que c'est du Evil Dead. Donc voilà, les 7 plus grosses annonces de la soirée d'hier. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et si vous êtes fan de jeux vidéo, sachez qu'il y a des médias qui détaillent chaque petit trailer et qui font un article pour chaque trailer. Moi, j'ai pas le temps, donc je vous invite à aller notamment sur jeuxvideo.com qui fait ça très bien. Je bois un peu parce qu'il fait chaud. Et on continue avec la nouvelle Tesla Model S Plaid. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Plaid, mais pourquoi pas, peut-être que ça a une autre signification que chez nous en France. Déjà, je vais pas vraiment parler de la voiture, parce que c'est pas mon cœur de métier. Moi je fais du hardware. Mais il faut déjà la replacer dans le contexte. On est sur un modèle premium haut de gamme de Tesla, vendu à partir de 130 000 $. On est aux États-Unis, donc 130 000 hors taxe. Ça fait forcément une voiture plutôt très chère. Mais c'est la nouvelle, alors on en parle vite fait. Ce qui est marrant, c'est que dedans, on a un écran de 17 pouces avec une résolution plutôt élevée. Hein, on est au-dessus du Full HD. Et on a aussi le matériel de chez AMD équivalent à du RDNA 2 Navi 23, à peu près la même chose que ce qu'on a dans les consoles nouvelle génération, comme par exemple la PS5. Mais c'est une voiture. Oui. Pourtant, on voit qu'ils ont pensé à adapter le jeu vidéo et on voit qu'ils ont montré que, par exemple, Cyberpunk pouvait tourner sur l'ordinateur de bord de la voiture. On n'a pas les specs précis du matériel qui fait tourner l'ordinateur de bord, on sait juste que ça ressemble à peu près à ce qu'on a en termes de matériel brut dans les consoles dernière génération. Ça ne veut pas dire qu'il est pensé et optimisé de la même façon, ce qui peut changer beaucoup de choses hein, quand même. Mais voilà, ça montre que ça tourne. Alors bien sûr, on n'a pas un extrait de gameplay pour analyser par exemple le framerate, tout ça. Mais ça tourne. Cyberpunk, qui est quand même un jeu plutôt gourmand, tourne sur l'ordinateur de bord de la Tesla. Et c'est quand même quelque chose qu'ils ont marketé, hein, parce qu'ils l'ont montré en live pendant la conférence où ils faisaient... où ils montraient pour la première fois la voiture. Du coup, on est quand même sur un vrai coup de com'.
où on montre qu'à l'intérieur de cette voiture, on a une console de jeu aussi puissante que les consoles dernière génération. Et ça fait quand même bien marrer de savoir que, voilà, en 2021, certains constructeurs automobiles, bon, on parle de Tesla qui est un peu à part, mais certains constructeurs automobiles montrent que leur voiture est capable de faire tourner des jeux vidéo. C'est quand même un peu fun. Donc voilà, je parlerai de ça, mais pas du reste de la voiture, hein, je m'en fiche. C'est juste marrant. Et du coup, forcément, vous connaissez bien la communauté internet et les trolls. Du coup, voilà, pourquoi pas miner, alors du Bitcoin, pas vraiment, plus de l'Ethereum, mais pourquoi pas miner de l'Ethereum grâce à votre Tesla. Alors ça, bien sûr, ils n'ont pas, ils ont pas fait la démonstration en live que c'était possible, mais évidemment, théoriquement en tout cas, ça l'est, vu qu'on a du matériel qui est capable de faire les calculs pour, par exemple, miner de l'Ethereum, comme le fait une carte graphique. On a une équivalente carte graphique avec 8 Go de mémoire dédiée. Donc oui, ça peut. Imaginez un monde où votre Tesla mine de la crypto-monnaie pendant que vous roulez, pendant que la voiture récupère de l'énergie au freinage. Il se sert de cette énergie pour miner de la crypto-monnaie. C'est quand même assez marrant. Alors non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça doit pas être très pertinent et ça doit être un peu compliqué à mettre en œuvre dans un premier temps. Mais dans un monde où des gens ont essayé de faire miner de l'Ethereum par une Game Boy ou ce genre de truc, et bah pourquoi pas une Tesla avec un ordinateur de bord ultra puissant. En vrai, je vois pas, hein, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Et voilà, hein, peut-être que dans le futur, au lieu d'acheter d'acheter plein de 3090, et bah les mineurs feront des sociétés de location de voitures avec des Tesla qui mineront pendant qu'elles sont utilisées. Incroyable, le minage 2.0, peut-être. Mais ça me fait bien marrer. On continue avec un bon plan chez Nvidia qui nous offre, vu que c'est le 3 jours d'abonnement prioritaire à GeForce Now. Alors, premier point, GeForce Now, qu'est-ce que c'est? C'est la solution de cloud gaming de Nvidia. Donc, le principe est simple. Vous jouez un jeu sur à peu près n'importe quel support qui, en réalité, tourne sur une machine à distance. Et la machine à distance vous renvoie l'image du jeu qui tourne, ce qui vous permet d'avoir une bonne expérience de jeu, si votre connexion est bonne, sur n'importe quel matériel, même un matériel qui n'est pas censé faire tourner le jeu à la base. Donc la promesse est énorme, comme toutes les solutions de cloud gaming. La réalité est souvent moins drôle, vu que déjà, premier point, il faut une connexion Internet performante. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Je pense qu'ils nous disent combien il faut, combien eux ils estiment qu'il faut. Voilà, il faut 15 mégas minimum pour avoir du 720p 60, donc du HD 60 images par seconde. Si vous voulez avoir une vraie expérience de jeu, 720p, bon, à part pour la Switch, sinon plus trop une vraie expérience de jeu. 30 mégas pour avoir du 1080p 60. Voilà, donc 30 mégas déjà stable. Si vous avez une connexion ADSL classique, déjà vous n'atteindrez pas les 30 mégas et en plus vous aurez difficilement une connexion assez stable pour du 1080p 60. Vous devrez pouvoir par contre avoir du 720p 60 si vous êtes tout seul sur votre connexion, ça devrait bien marcher, mais pas plus. Deuxième truc, et contrairement à d'autres plateformes de cloud gaming, GeForce Now n'inclut pas des jeux. En fait, vous n'avez pas un store dedans. Il utilise vos jeux que vous avez déjà achetés. Il y a une liste de jeux compatibles. Et par exemple, vos jeux que vous avez achetés sur les plateformes classiques, Steam, Epic Game Store, et je sais pas, il y a quoi d'autre? Il y a GOG par exemple. Et bah, sont soit compatibles, soit pas compatibles avec GeForce Now. Et s'ils sont compatibles, vous pouvez, vu que vous avez déjà le jeu, l'utiliser sur GeForce Now. L'avantage, c'est que vos jeux, vous les avez. Dans tous les cas, vous avez la possibilité du coup de les utiliser sur GeForce Now, mais si un jour vous avez
la machine suffisante pour faire tourner le jeu dans des bonnes conditions, vous avez déjà le jeu, vous n'avez pas besoin de le racheter. Donc ça a quand même des intérêts. Et dernier point, il y a deux trucs de GeForce Now. Il y a la partie gratuite et la partie payante. La partie payante qu'ils appellent eux du coup abonnement prioritaire. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au compte gratuit? C'est d'avoir un accès direct au jeu sans file d'attente. Si vous ne payez pas, vous pouvez avoir de la file d'attente. Vous n'avez aucune limite de temps, alors qu'avec l'abonnement gratuit, qui n'est du coup pas un abonnement, vous avez une limite de temps par session. Mais si vous faites une pause, redémarrer le machin, et ben ça reprend à zéro. Hein, petit moyen de tricher. Mais par contre, en termes de qualité, on a l'apport du RTX dans les jeux compatibles. Donc les technologies un peu magiques de Nvidia, Ray Tracing pour l'éclairage, le DLSS pour avoir potentiellement une image soit plus belle, soit plus d'images par seconde, même si du coup vous serez limité en termes d'images par seconde vu que c'est du cloud gaming. Voilà, c'est des petits trucs supplémentaires qui ajouteront un peu, pas non plus énormément, mais un peu à votre expérience utilisateur. Encore une fois, le truc le plus important reste d'avoir une connexion assez performante et stable pour avoir une bonne expérience utilisateur. Donc allez-y, profitez, c'est gratuit, 3 jours seulement. Ça vous donne un moyen de tester gratuitement cette solution, voir si elle vous convient, voir si d'un point de vue technique ça fonctionne chez vous. Et ça c'est plutôt important, parce que souvent c'est ça qui pose problème, le réseau, la latence et potentiellement votre débit de connexion qui peut être un peu juste. Donc ça vous laisse l'occasion de tester, savoir si derrière vous avez envie d'investir ou pas. Je ne sais pas combien coûte l'abonnement, mais ça peut être un moyen d'entrer dans ce genre de solution. Et quand même, le grand bonus de ces solutions, c'est la promesse de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel support. Imaginez un monde où vous jouez à, je sais pas, Cyberpunk par exemple. Cyberpunk est quand même un jeu plutôt gourmand, où vous êtes quand même un vrai gros gamer, vous avez acheté un gros PC gamer très performant, donc quand vous êtes chez vous, jouez sur le PC gamer. Mais vous devez partir, prendre les transports en commun, et bim, là, vous basculez sur votre téléphone portable avec une manette, et vous continuez la même partie de Cyberpunk en perdant plus ou moins en qualité, mais en ayant toujours une très bonne expérience, alors que bien sûr, un téléphone portable n'est pas capable de faire tourner Cyberpunk, en tout cas pas dans des bonnes conditions, ça c'est sûr. Donc la promesse du cloud gaming est énorme. Jusqu'à maintenant, ça a du mal à passer, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d'habitude des gens qui veulent toujours avoir... bon, sur PC c'est un peu moins le cas, mais par exemple sur les consoles, toujours et encore avoir l'édition physique du jeu avec le CD, la boîte, ce genre de truc. Sur PC, ça fait quelques temps qu'on n'a plus les boîtes. On continue avec une très grosse news de piratage chez Electronic Arts. Et honnêtement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On parle ici de 780 gigas de données dérobées. Alors déjà, 780 gigas, c'est beaucoup. Mais surtout en termes de ce qu'ils ont pu, ce sur quoi ils ont pu mettre la main, là aussi, c'est vraiment beaucoup. On parle notamment du code source de FIFA 21. Alors, tout le code source du jeu, et aussi de la partie serveur, matchmaking et serveur de FIFA 21. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Mais encore plus gros, on parle aussi du moteur graphique Frostbite, qui est le moteur de Electronic Arts, qui est utilisé majoritairement dans les jeux de ce studio. Donc ça fait vraiment énormément de données potentiellement sensibles pour Electronic Arts, et ça montre encore une fois les problèmes de sécurité informatique. Alors je veux clairement pas leur lancer la pierre, parce que c'est pas les seuls à avoir des problèmes de piratage, de hack, tout ça, mais ça montre encore des défaillances dans les systèmes de protection, parce que quand même 780 gigas de données qu'on du coup à un moment étaient accessibles, alors probablement par des moyens un peu illégaux, forcément, comme souvent dans le piratage, mais n'empêche qu'ils ont trouvé des failles et qu'ils ont réussi à les exploiter pour
à aller chercher quand même 780 gigas. Et forcément, Electronic Arts, ils sont bien embêtés. Ils avaient réussi à faire une super annonce sur Battlefield 2042 où tout le monde était ultra hypé avec forcément cette promesse de jeu en PVP avec 128 participants. Tout le monde était ultra hypé. Mais il faut noter aussi par exemple que pour Battlefield, il va utiliser le moteur de jeu Frostbite, donc ça peut poser des problèmes. Ils vont peut-être devoir changer des trucs. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations. Forcément, Electronic Arts n'a pas communiqué sur ce qui s'était fait voler hein, exactement. Vous imaginez bien. Et les pirates n'ont pas non plus communiqué sur exactement ce qu'ils avaient dans un souci de un jour, j'imagine, revendre les données à quelqu'un. Donc si on rend ça public, et bah, plus d'intérêt d'acheter les données aux pirates. On a eu un communiqué en tout cas d'Electronic Arts disant que les données des joueurs n'étaient pas normalement n'avaient pas été impactées et donc n'avaient pas fuité. C'est le communiqué de base hein, de Electronic Arts, mais bon, c'est pas gagné cette histoire et voilà, ça fait un peu flipper de se dire que des si gros groupes, des si gros studios ont eux aussi visiblement des failles hein, dans leur système de sécurité. Parce qu'on parle quand même ici d'Electronic Arts, hein, qui est pas un petit studio, qui est quand même un grand géant, et qui a aussi ses failles, hein, comme tout le monde visiblement. Ça paraît quand même assez incroyable qu'ils arrivent à récupérer autant de données intéressantes. Hein. Franchement, quand on parle de FIFA 20, de tout le code source de FIFA 21, des codes de matchmaking, mais aussi de leur moteur de jeu, quoi. Ça fait... ça semble être lourd. On verra, hein. On verra ce qu'il en est. Et de toute façon, si en général on finit par savoir ce qui a été piraté, et on finit aussi par savoir si les données des joueurs ont été compromises ou pas. Donc on n'espère pas, hein, et on espère que Electronic Arts a été transparente dans sa communication, mais on sait qu'en général, sur ce genre d'affaires, la communication n'est pas du tout transparente et on apprend souvent des trucs quelques temps, mois, années après, une fois que c'est disponible sur internet pour tout le monde et que des gens ont fait ah mais là il y a mon adresse et mon nom et donc on verra. On continue sur le stockage avec des annonces plutôt importantes hein, parce que c'est des annonces de Western Digital et Seagate, deux énormes acteurs du support de stockage dans le monde, et notamment ceux qui font aussi des disques durs professionnels, donc avec des grosses capacités de stockage. On parle ici de disques durs qui sont de 10 Tera et plus, donc grosse capacité de stockage. Et aussi on parle du Chia qui fait vraiment beaucoup parler, et voilà, beaucoup de gens ont envie de s'y préparer. Personne ne sait vraiment si ça va exploser, mais beaucoup de gens ont envie de s'y préparer pour ne pas louper le train. Et je pense que certaines marques, entreprises et acteurs ont été un peu traumatisés de ne pas prendre le train de certaines crypto-monnaies. Donc là, il y a des gens qui sont dans les starting blocks. Et visiblement, ça gagne aussi en ampleur le Chia. On a des petites données sur la taille du pool de stockage utilisé pour miner du Chia. On apprend ici qu'en avril dernier, on était à 1 exabyte. Alors, et là, c'est le moment où je sais plus à quoi ça correspond. Alors, on a un truc entre... On va voir. Je connais le Tera. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du Tera? Ok. J'ai Tera. Au-dessus du Tera, on a du coup le Peta. Peta qui est du coup 1000 Tera. Et au-dessus du Peta, on a l'Exa qui est du coup 1000 Peta, soit 1 million de Tera. Un exabyte, c'est 1 million de terabytes. Du coup, ça fait beaucoup déjà. Ça fait déjà beaucoup, et on parle de du coup ce que c'était
en avril dernier, 1 exabyte, donc 1 million de terabytes. Mais on apprend que fin mai, on était x13 à 13 exabytes, donc 13 millions de Tera. Et aujourd'hui, on est plus vers les 20 exabytes, donc 20 millions de terabytes, ce qui est une progression assez hors norme, hein, on va pas se mentir. En si peu de temps, on a fait du x20. Entre avril dernier et aujourd'hui, on a fait x20 en partant déjà de 1 million de Tera. On est passé à 20 millions. Alors que ça n'a pas encore conquis tout le monde. Pour l'instant, on est quand même principalement sur l'Asie qui, eux, ils sont déjà lancés dans la course, ils y vont déjà à fond. Le reste du monde, c'est pas encore le cas. Donc imaginez quand tout le monde se sera pris à cette fièvre du Chia, on sera probablement dans des sales affaires en termes de marché des supports de stockage, notamment les grandes capacités, hein. Probablement que ça soit disque dur ou SSD plus petite capacité, il y a moyen que ça soit moins touché, voire pas du tout, ça dépend comment tout ça est géré. En tout cas, Western Digital et Seagate s'y préparent et voient déjà, en même temps, chez nous on le voit pas, mais en Asie il y a eu plus 300% sur certains secteurs des disques durs, notamment les très hautes capacités, et aussi parfois des ruptures de stock. Donc ils ont décidé d'augmenter leur production de manière significative sans créer de nouvelles lignes de production. Ils veulent juste optimiser et faire tourner à 100% les lignes de prod actuelles pour dans un premier temps être sûr de ne pas avoir de problème et une histoire un peu comme pour les cartes graphiques, avoir plus de stock et des prix qui flambent et forcément une image de marque qui empathie un peu de cette situation. Donc ils sont conscients des problèmes, mais pour l'instant, ils décident quand même de juste s'en mettre plein les poches et ne pas investir pour avoir des gains dans le futur, vu qu'ils veulent juste rentabiliser un max leur ligne de prod actuelle. Espérons que ça suffise à calmer la demande et l'engouement, et qu'on ne se retrouve pas avec un marché où on est sur du 3 à 6 mois d'attente pour avoir un disque dur haute capacité. C'est un peu compliqué, hein, c'est prévoir l'avenir, forcément, on ne sait pas. Mais effectivement, le Chia fait beaucoup parler, et si il atteint une ampleur un peu équivalente à ce que peut être l'Ethereum ou le Bitcoin, oui, la consommation de disques durs et de supports de stockage va juste brûler, et ça va être un moment très étrange, un peu comme ça l'a été sur les cartes graphiques, même si sur les cartes graphiques ça s'est plutôt bien passé, hein, jusqu'au moment de la crise sanitaire, ça passait encore, on était sur un marché qui était sous tension, mais pas avec des rayons vides comme ça peut l'être actuellement. Donc à voir si les acteurs des supports de stockage feront le travail, je l'espère, parce que vraiment pas envie de me dire que dans 2 ans le disque dur d'un Tera pourrait valoir 200 €, ça me ferait très mal. On verra comment ça se passe, mais le Chia n'a pas fini de faire parler de lui, croyez-moi, et visiblement beaucoup de personnes se sont lancées à fond dans cette aventure. Un dernier bon plan pour aujourd'hui, un PC portable gaming, marque Asus, c'est la gamme TUF, sinon vous le paierez bien plus cher. On est ici sur un PC gaming, oui, avec une bonne config, oui, et un prix correct, moins de 1300 €. Alors pour être exact, on est à 1275 à la place de 1500, ce qui est déjà une petite réduc appréciable. Mais on se moque pas de vous en termes de config. On a ce qu'on veut retrouver dans un PC gaming. Un processeur performant, on a un Ryzen 7 dernière génération, un 5800H. On a une carte graphique très performante, surtout pour du PC portable.
surtout avec un écran Full HD. Vous avez une 3070, sachant que le PC est équipé d'un écran Full HD 144 Hz. Ça vous permettra d'avoir les 144 Hz, les 144 images par seconde dans tous les jeux. Donc ça régale. Et après, classique, hein, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe, avec la possibilité d'augmenter votre stockage vu qu'il y a un emplacement SSD M2 de libre. Un look un peu gaming, mais pas trop non plus. Voilà, on reste un peu sobre. On a quand même le petit RGB sur le clavier, hein. Tout de même, on est dans un PC portable gaming et les touches différentes pour le ZQSD, au cas où si vous les retrouvez plus. En vrai, on n'est pas sur un super prix, mais à l'heure actuelle où beaucoup de choses sont plus chères que ce que ça devrait et voire certains composants introuvables, on est sur des prix corrects pour honnêtement une bonne config, un PC qui sera largement assez performant pour faire tourner tous les jeux sur cet écran Full HD. Donc ça a l'air plutôt équilibré, c'est du Asus, donc voilà, niveau qualité, c'est plutôt bien, on connaît. On n'est pas dans l'ultra premium, c'est aussi ce qui justifie ce prix-là. On est sur la gamme TUF, donc pas l'ultra premium, hein, si vous voulez. L'ultra premium chez Asus, c'est ROG, et c'est tout. Et c'est plus cher aussi. Honnêtement, un bon plan pour des gens qui cherchent un PC portable gaming, pas non plus à 3000 €, pas non plus avec un look hyper agressif, et petite promo. Petite promo quand même. Et il fait 15 pouces aussi. Classique ça. On finit avec les cartes graphiques. Première carte graphique, petite rumeur à propos du Navi 23 qui devrait être la puce qui équipera la 6600, la Radeon RX 6600 par AMD. Voilà un petit visuel. Est-ce qu'on s'en fiche du visuel? Oui, un max. Ces cartes que j'attends encore et toujours et qui ne veulent pas arriver, que ça soit les 6600 ou 6500 chez AMD, mais aussi chez Nvidia avec les 3050 et 3050 Ti de bureau. C'est les cartes qui sont les plus accessibles, normalement qui sont aussi les plus vendues. Et c'est ce qui fait un peu le plancher bas du gaming. Du coup, je suis très curieux de savoir ce que ça vaut en termes de perf, mais aussi combien ça coûte dans le vrai monde et pas le prix des Founders Edition qui sont vendus au nombre de 4 à chaque sortie. Du coup, je suis curieux, je veux savoir, vu qu'à l'heure actuelle, si vous voulez une carte dernière génération, déjà, faut se battre parce qu'il n'y en a pas beaucoup suivant les références. Mais aussi, en général, il faut mettre au moins 1000 €. Bon, il y a quelques cartes qui sont en dessous de ça, mais en général, il faut mettre 1000 € hein, si vous voulez acheter une carte dernière génération, que ce soit côté AMD avec des 6700 XT ou côté Nvidia avec des... Oh, j'imagine que certaines 3060 sont en dessous des 1000 € quand même, mais très peu disponibles. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Ici, du coup, une carte avec 8 Go de mémoire. Ça devrait être de l'Access plus ici sur ce modèle avec la 6600 et on devrait avoir l'Access pur avec la 6500. Mais j'ai vraiment hâte de voir leur perf, leur prix et des cartes et savoir si elles sont disponibles aussi. Et ça prend trop de temps. Et pourtant, c'est celle-là que tout le monde va acheter. Donc un peu comme d'hab, un peu les consommateurs non premium, voilà, pas vraiment considérés par les marques, que ce soit Nvidia ou AMD. Et moi, ça me fait mal au cœur. Honnêtement, ça me fait vraiment mal au cœur. On finit avec les stocks. Très rapidement, avant de parler des stocks de cartes graphiques, je vous montre à l'heure actuelle le meilleur moyen de mettre la main sur une carte graphique de façon efficace et sûre. Le problème, c'est que ça va avec toute une config. Et c'est aussi un des problèmes à l'heure actuelle qui fait qu'il y a aussi si peu de cartes. Vous voyez ici différentes configs de PC du coup montés. Hein. Là, vous achetez un PC qui est déjà assemblé avec des cartes graphiques. Alors, on a des cartes voilà, très access avec de la 1650 ici, un peu plus haut de gamme avec de la 1660 Super.
mais aussi des 20-60 et on peut aller toujours plus avec des 30-60 ici par exemple, jusqu'à 30-90 hein, pour les modèles les plus haut de gamme. Ici bim, des configs avec des 30-90, une config HP ici, une config faite par Top Achat ici, une 3080 sur une config Acer. Donc voilà, à l'heure actuelle, si vous voulez être sûr, bon là on est sur le très haut de gamme et très cher, mais si vous voulez être sûr d'avoir accès à une carte graphique dernière génération ou pas d'ailleurs, et que vous n'arrivez pas à mettre la main dessus et que vous êtes prêt à changer tout votre PC, ici vous avez un moyen d'avoir des cartes graphiques en stock. Vous voyez, tout ça est en stock, hein. Là on est que sur des trucs qui sont en stock, mais ça vous oblige à acheter toute une config, ce qui est très cher hein, bien sûr, et ça ne vous fait pas payer moins cher votre carte graphique malheureusement. Par contre, vous êtes sûr de pouvoir mettre la main sur ces cartes, par exemple une 3070 qui actuellement les 3070 elles restent en stock à peu près 5 minutes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quand même plus simple de cette façon, non? Si vous voulez tout de même acheter uniquement une carte graphique, bim, voilà le stock. Aujourd'hui à quasiment 18h50, on a toujours un modèle de 1650 vendu à quasiment 300 €, 290 ici pour ce modèle MSI. Ensuite, on a les 1660 et 1660 Super avec enfin, alors bon, je pleure parce que du coup cette carte est à un prix juste indécent de 620 € à l'aide. Mais hier, allez comprendre pourquoi, on avait déjà cette 1660 et cette 1660 Super. La 1660 Super est du coup la mise à jour de la 1660 classique. Et on avait la 1660 Super qui était moins chère que la 1660. On avait la 1660 à 500 et la 1660 Super à 450, un truc comme ça. Ce qui avait aucun sens, hein, bien sûr, vu que cette carte est plus récente et plus performante. Bon, là, ils ont rétabli un peu la logique, mais du coup en augmentant massivement le prix de ces 1660 Super. 620 €, ça fait juste extrêmement mal. Après, aux alentours de 1000 €, 950 pour les premiers prix, on a les 6700 XT. Ici, la Power Color et la MSI à 950. La Asus à 990 et les ASRock qu'on connaît si bien et qui resteront toujours en stock tant qu'elles seront à ces prix-là. 1180 pour la version classique et 1240 pour la version RGB. Ça fait quand même sacrément mal. Et les dernières, les 6900 XT qui vont de ici aujourd'hui 1990 € pour la Asus à 2650 pour la Saphir la plus chère. Des prix toujours indécents, que ça soit d'ailleurs sur le haut de gamme comme sur l'entrée de gamme, hein, une 1650 à 300 € ou une 1660 Super à 620 €. Ça, celle-là, la 1660 Super à 620 €, je pense que c'est une des pires que j'ai jamais vues. Il y a quelques temps, on avait la 2060 qui était exactement au même prix, 620 €, ce qui est déjà vraiment trop cher pour une 2060 qui est plus performante qu'une 1660 Super. Là, on est clairement sur du vol légal, hein, du vol légal et organisé. N'achetez pas cette carte, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Euh, ce serait une hérésie la plus totale. En tout cas, voilà, on conclut là-dessus notre dernier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et une bonne semaine d'actu. Comme souvent, je vous invite grandement à faire des retours. C'est ce qui peut m'aider le plus à progresser, que ça soit en live ou en commentaire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, par MP, ce que vous voulez. Ça me fera plaisir et si c'est constructif, je prends avec grand plaisir. Deuxième point, je vous invite aussi à aller faire un tour sur mon YouTube et mes réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, petit follow, les petits subs, tout ça, ça fait toujours du bien, hein. Ça me met du baume au cœur. Et on se retrouvera forcément lundi pour le retour des points actus avec probablement beaucoup de choses à se dire, sachant en plus que le 3 est toujours en cours.
On aura forcément des annonces jeux vidéo à faire, c'est sûr. Mais beaucoup d'événements, que ce soit dans le jeu vidéo ou un peu moins le hardware pendant l'été, mais le jeu vidéo beaucoup. Donc on aura des bonnes news tout au long de l'été et ça va faire plaisir. Du soleil et des bonnes news jeux vidéo. Quel régal! En tout cas, merci d'avoir regardé et à lundi pour la suite de l'actu hardware.